Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, nous partons à une trentaine de kilomètres au nord du département des Vosges, découvrir un village situé sur une petite colline à 300 mètres d'altitude et à proximité des communes de Charmes et Rambervillers, direction Moyémont et ses 240 habitants. Rencontre avec 3 d'entre eux, Charline Sinda nous ouvrira les portes de la fromagerie des Hetz. En fin d'émission, direction la distillerie artisanale de Denis Vautier. Mais tout de suite, nous débutons avec vous, Patrice Herbé. Vous êtes maire de la commune de Moyémont, votre deuxième mandat. C'est ça, depuis 2014. Alors pourquoi vous avez décidé de prendre les rênes de la commune ? En fait, j'ai toujours aimé m'occuper de ce qui se passait dans le village. Et donc je suis agriculteur. Je trouve qu'un maire qui est agriculteur, je ne dis pas qu'il a beaucoup de temps, mais il a un peu de temps à donner à ses administrés. Et puis ça enrichit, ça permet de voir d'autres choses que le monde agricole. C'est une ouverture d'esprit. En plus, vous êtes habitant de Moyémont, vous Oui. avez vécu ici, donc c'était important pour vous d'être à la tête de la commune. Alors comment vous décririez Moyémont aujourd'hui ? Moyémont, c'est un village qui a une population assez stable. 240 habitants. 240 habitants. Cette population, on aimerait bien qu'elle croisse un peu avec l'arrivée de jeunes couples pour maintenir notre école. Ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été élu maire. En fait, j'ai voulu garder l'école au village et le regroupement pédagogique qui était en place depuis une trentaine d'années et qui perdure. Sur Moyémont, on a une classe à cette heure-ci. Donc là, nous tournons sur les 6 villages avec 3 classes dans 3 villages différents. Et la cantine qui se trouve à Moyémont. Les enfants mangent du local. Les repas sont fabriqués à Ménil-sur-Bellevite. C'est vrai que c'est très important qu'ils mangent du local. Ça peut permettre à des personnes de venir s'installer ici à Moyémont. Il y a une école, il y a une très bonne cantine. Mais est-ce qu'il y a encore de la place ici à Moyémont pour venir y vivre ? Il y a encore de la place pour venir y vivre. On espère que quelques terrains qui font partie du village deviennent constructibles. On pourrait faire quelques maisons encore, mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours gagné. Donc on peut dire que ça va chez vous ici à Moyémont ? Ça va chez nous. Alors est-ce que c'est compliqué en tant que maire d'un village de 240 habitants, donc une petite commune, d'avoir une place au sein de la communauté de communes et d'exister, de se faire entendre ? C'est vrai qu'au niveau de la communauté de communes, on a l'impression d'être très petit. Moi j'ai l'impression que quand on n'est pas vice-président, on la compte voix porte un peu moins. Pareil que quand on est à une place tout près du président, quoi. Alors une grande partie de Moyémont est recouverte de forêt. Est-ce que ça représente une source de revenus, un apport financier pour la commune ? Oui, la forêt représente une grosse partie du revenu de la commune. Et la chasse en plus, qui était très prisée jusqu'à cette heure-ci. Bon, là, nous avons changé de locataire, donc nous avons perdu un petit peu, mais nous sommes une des chasses louées la plus chère des Vosges, quoi. Quels sont les projets à venir dans les mois, les années qui arrivent ? Dans les années à venir, donc, on va refaire la toiture de l'église, refaire la toiture de la mairie. Tout ce qui est enfouissement dans le village est pratiquement terminé. Il nous reste une rue qu'on va faire là cet automne. Et peut-être mettre des panneaux photovoltaïques sur la mairie pour faire de l'autoconsommation. Eh bien merci Patrice Herbé pour votre accueil ici à Moyémont. Nous poursuivons notre découverte de la commune, direction la fromagerie des Hetz. La fromagerie de la ferme des Hetz, c'est le nom de cette entreprise familiale créée il y a plus de 30 ans et qui propose aujourd'hui une grande variété de fromages au lait cru. Reprise en 2018 par Charline Sinda, la ferme fabrique de façon artisanale l'ensemble de la gamme grâce au lait de ses vaches élevées directement sur l'exploitation. Charline, bonjour, merci de nous accueillir ici aux portes de la fromagerie de la ferme des Hetz. Alors je le disais en introduction, vous avez repris cette fromagerie en 2018. Pourquoi ? Quel a été un petit peu votre parcours ? Alors moi j'ai effectué donc un BTS agroalimentaire et ensuite une licence en fromagerie à Poligny. Et donc j'habite à 6 km d'ici et quand je cherchais du travail, en fait, j'ai entendu dire que donc, la fromagerie était à vendre. Donc voilà, je me suis lancée. C'était une évidence un petit peu. Ouais, c'est ça, pour moi c'était pour moi, quoi. Alors l'ensemble de vos fromages sont à base de lait cru entier. Le lait est récupéré directement ici à quelques mètres de la ferme, avec les vaches qu'on peut d'ailleurs voir au loin. Pour le coup, c'est du 100% local. Ah bah oui, puis le lait a toujours provenu de la ferme des Hetz. Donc j'ai absolument rien changé à la provenance du lait, quoi.
Donc c'est Stéphane qui s'occupe de l'exploitation. Alors il y a combien de vaches à peu près ici sur l'exploitation? Oui, donc là, à l'heure actuelle, on est sur environ entre 60 et 65 vaches traitées tous les jours. Des vaches 100% laitières? Oui. Alors aujourd'hui, vous avez une grande gamme de fromages fabriqués ici à la fromagerie et en plus de manière traditionnelle. Donc quelles sont les grandes étapes de la fabrication d'un fromage? Pour le fromage, proprement dit, les grandes étapes, ça va être donc déjà la traite de la vache. Le lait va arriver chez nous en cuve, donc il y a une grosse partie qui va s'effectuer dans la cuve. Donc c'est ce qu'on appelle la maturation avec l'ensemencement en ferment. Ensuite, donc, il y aura l'emprésurage où le lait va passer de l'état liquide à l'état solide. Une fois qu'on obtient notre caillebotte, donc c'est vraiment cette masse gélifiée, quoi. Donc là, on va décailler pour former des petits grains et ensuite, donc, ce sera l'étape du moulage. Et en général, le lendemain, donc, il y a démoulage et salage du fromage pour après entrer en cave d'affinage. Alors quels sont les produits que vous proposez ici à la fromagerie? Donc nous déjà, on est en AOP Munster. Mhm. Et donc là, on a des contrôles concernant l'AOP pour justement vérifier qu'on respecte bien le cahier des charges. Ensuite, on a toute une partie de tomes, donc tomes des Vosges, et qu'on décline avec plusieurs épices. Donc par exemple à l'ail des ours, au cumin, voilà toute une gamme. Et on a aussi toute une partie croûte fleurie, donc avec des camemberts, voilà, tous des petits fromages. On essaye d'en faire pour tous les goûts, quoi. Pendant le premier confinement, du coup, on a énormément travaillé. Et c'est vrai que là, du coup, le confinement nous a été bénéfique pour les affaires, quoi, faut le dire. Hein. Alors que là, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on ressent vraiment une baisse de consommation. Et bon, c'est partout pareil, hein. J'en discute avec tous mes clients, c'est partout pareil. Donc après, on essaye de s'adapter en mettant en place de nouveaux produits, on va démarcher de nouvelles personnes. Et puis bah, voilà, la vie continue, quoi, de toute façon. Hein. Donc une grande gamme de fromages dont certains ont été labellisés Vosges Terroir. Alors lesquels? Oui, alors donc j'ai trois sortes de tomes, dont la tome des Vosges qui a reçu la médaille d'or, la tome au serpolet et la tome aux fleurs, le petit Meuil nature qui a reçu la médaille de bronze et la faisselle. Alors quel est l'incontournable ici à la fromagerie des Hettes? Est-ce qu'il y en a un? Bah, nous, voilà, on mise tout sur notre Munster, quoi, hein, vu qu'on a l'appellation d'origine protégée. Quel est votre fromage préféré? Moi, je suis pas difficile, je les aime tous. Hein. C'est vrai que j'aime beaucoup notre Munster, hein, mais bon, après, je suis pas difficile, vraiment. Au lait de vache, par contre, je suis pas du tout chèvre, moi. Ça, c'est important. Ouais. Et vous proposez également des visites de la fromagerie. C'était une volonté pour vous de faire un petit peu perdurer le savoir-faire et finalement de ne rien cacher aux clients? Bah oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc là, en plus, on a effectué des gros travaux sur milieu de l'année dernière et cette année. Et donc justement, j'ai tenu vraiment à mettre en place une galerie de visite. Mhm. Et voilà, c'est parce que pour nous, l'objectif, c'est de pouvoir faire découvrir aussi notre métier, de montrer aux gens ce qu'on fait. Et puis peut-être donner envie à certains jeunes de se lancer dans le métier, ouais, pourquoi pas, voilà. Eh bien, merci Charline pour votre accueil ici à la fromagerie Les Hettes. Eh ben, merci à vous. Nous partons à la rencontre de notre dernière invitée, direction la distillerie Vautier. Denis Vautier a grandi dans l'univers de la distillerie artisanale et a décidé il y a une dizaine d'années de créer sa propre distillerie. Ce passionné prend plaisir à fabriquer chaque année pendant la saison de précieux breuvages de manière traditionnelle et à partager son savoir-faire au plus grand nombre. Denis Vautier, bonjour. Merci de nous accueillir ici dans votre distillerie. Alors nous sommes en pleine saison pour la fabrication d'eau de vie. La météo l'été dernier a été un petit peu capricieuse. Est-ce que vous l'avez ressenti ou est-ce que vous arrivez quand même à transformer les fruits qu'on vous apporte? C'est clair que cette année, il y a très peu de fruits parce qu'il y a eu les gelées. Hein. Il y a eu de la neige sur les fleurs, donc ce n'était pas bon signe. Et du coup, il n'y a quasiment pas de fruits. Dans notre village, ici à Moyenmont, il y avait quasiment 0 fruits, quoi. Contrairement à l'année précédente où là, où il y avait trop de fruits, il y en avait partout, il en restait partout. Et bon, après, voilà, c'est comme ça. Les fruits de l'année passée ont été tous distillés l'année passée. Et les fruits de cette année vont être distillés cette saison d'hiver. Mais il n'y a pas de fruits, on ne distillera pas, c'est tout. Alors, d'où viennent les fruits que vous distillez? Tout propriétaire d'un verger a un droit à distiller. Donc, ils nous amènent leurs fruits à distiller une fois la fermentation terminée. Alors, quels sont justement ces fruits? Il y a bien évidemment la mirabelle, mais il y en a d'autres. Bon, il y a 90%, on va dire, c'est la mirabelle. Après, il y a un peu de prune, un peu de poire, un peu de framboise, un peu de coing, un peu de pomme. Mais 90-95%, c'est de la mirabelle.
Ça fait une grande diversité. Oui. Bah, je vous dis, ça dépend ce que les gens ont comme arbre derrière chez eux. Et en fonction de ça, s'il y en a beaucoup, on fait un petit tonneau et on fait de l'eau de vie. Et alors comment ça fonctionne? Quelles sont les grandes étapes d'une fabrication d'eau de vie? On part du fruit et qu'est-ce qui se passe pour arriver au produit final? Alors on part du fruit fermenté. Nous ici, les fruits arrivent, la fermentation elle est terminée, c'est-à-dire en général 2 mois après la récolte. Donc après les fruits fermentés, donc on les met dans les alambics, donc, dont le plus vieux est de 1935 quand même, et on les fait cuire donc dans un alambic au bain-marie pendant environ 4 heures, et on en obtient une eau de vie à peu près à 30 degrés. Et le lendemain, on redistille ce que l'on a obtenu, donc ce que l'on appelle les petites eaux, et on raffine, c'est-à-dire que là on extrait, on concentre vraiment le meilleur et on obtient une eau de vie à peu près à 50 degrés ou moins s'il faut, quoi, en fonction de la volonté du propriétaire de ces fruits. Et alors vous fabriquez l'eau de vie de manière artisanale, donc Oui. au feu de bois. Oui. Expliquez-nous un petit peu cette méthode, quelle différence ça apporte? Il y a peu de différence avec la distillation au gaz, mis à part que le bois il faut réguler, il faut être là tout le temps. C'est-à-dire de 6 h du matin jusqu'à 7 h du soir, ce sont les horaires on va dire, réglementaires. Donc on ne peut pas quitter la distillerie à un quart d'heure parce que le feu, c'est du bois dur, c'est du bois sec, du bois qu'on fait nous-mêmes. Et voilà quoi, c'est-à-dire, ça a toujours été au bois et puis on ne s'est pas posé de questions, tout simplement. C'était évident pour vous de respecter la Oui, tradition? oui, puis les alambics étaient équipés avec des foyers au bois, donc en briques réfractaires. Voilà, il n'y a pas de raison de modifier quelque chose qui fonctionne. Hein. Alors au niveau de la crise sanitaire, est-ce que vous avez eu, vous, des difficultés ici à la distillerie? Alors on a eu des difficultés pour l'approvisionnement parce que les gens n'avaient pas le droit d'amener les fruits en distillerie. C'est-à-dire que nous, on a dû s'équiper d'un véhicule et nous, on avait le droit d'aller chercher les fruits chez les particuliers. Et ce qui fait que on a dû faire le tour, on va dire, du canton et aller chercher les fruits. Sinon, on n'avait pas de travail. Pendant 1 mois et demi, on n'aurait rien pu faire, quoi. Et comme il y avait beaucoup de fruits, après la saison, elle serait étalée dans le temps. Alors ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui que vous avez créé votre distillerie, 11 ans exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure? Je suis cuisinier depuis 45 ans, donc ça c'est mon métier. Et ça c'est pas un métier, c'est une passion, c'est du passe-temps, c'est du temps libre. Et en fait, tout simplement, mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père ont distillé. Et puis voilà, il y a eu des interruptions. Et puis moi, donc, quand j'allais amener mes fruits à distiller à Reincourt, chez les établissements Grand Didier, donc une année, il a arrêté son activité et il cherchait quelqu'un pour continuer la tradition. Et puis je lui ai dit, c'est OK, moi j'aime bien ça, et puis on y va, quoi. C'était une volonté pour vous de faire perdurer ce savoir-faire Oui, ça c'est familial. sûr. Ouais. Alors à quoi reconnaît-on une bonne eau de vie? Alors le point de départ, c'est déjà des bons fruits, des Forcément. bonnes conditions de fermentation, un bon stockage, et puis au bout de la chaîne, un bon distillateur. Et en fait, l'eau de vie, on ne peut pas dire de l'apprécier, il faut au moins 1 an avant de dire, voilà, celle-là, je la goûte, elle est bonne. Alors le métier de bouilleur de cru aujourd'hui est en voie d'extinction. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous le ressentez, vous, ici? C'est clair que dans les Vosges, il y avait quasiment un atelier, peut-être plus dans chaque village. Et au fur et à mesure donc, de l'activité, les gens arrêtent parce qu'ils ne peuvent plus physiquement ou parce qu'il n'y a pas de reprise. Et puis, étant donné qu'il y a des distilleries qui arrêtent autour, nous, on a une activité constante, quoi, hein, je veux dire. Alors et vous, quelle est votre eau de vie préférée? La traditionnelle Mirabelle, peut-être? Alors, pas obligatoirement. Moi, personnellement, je préfère un bon digestif, ce serait une poire. Et aussi la framboise, parce que on a la chance, nous, d'avoir des framboisiers. Et on arrive à faire un petit peu d'eau de vie de framboise tous les 2-3 ans, parce qu'il en faut une certaine quantité. Mais la poire est vraiment mon eau de vie préférée. Ouais. Eh bien, Denis, merci de nous avoir ouvert les portes de votre distillerie. Avec Notre plaisir. émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle commune. À très bientôt. La graine, viens.